Christophe, bonjour. Bonjour. Nous sommes sur le Paléo Festival à 2 semaines. C'est ça. 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Un peu plus de 2 semaines, 3 semaines du démarrage du Paléo Festival 2019. On est à peu près à 100 km du lac du Bourget, donc de Musilac qui démarre dans une semaine. 2 festivals qui sont proches, mais qui sont tout de même un peu différents dans leur conception. Qu'est-ce qui caractérise le Paléo Festival? Très large question, très bonne question. Le Paléo Festival, je dirais qu'il est l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il est monté en grande partie par des bénévoles. C'est une grande famille des bénévoles qui travaillent avec nous durant tous ces mois de chantier, puisqu'on commence à monter le festival 4 semaines avant et on termine de le démonter et nettoyer 3 semaines après. Et on fait tout ça avec une équipe de plus de 5000 bénévoles au plus fort de l'événement. Vous faites l'implantation. L'implantation, alors c'est quoi l'implantation? C'est les petits marquages au sol qui vont, tu peux dire, où vont se mettre toutes les cantines, les bancs, les chapiteaux, enfin, tout. Ok, sur toute surtout, mais c'est un boulot fou ça. Ça va. Et la structure qui porte le festival, c'est quoi? C'est une association? Oui, alors Paléo est une association à but non lucratif qui a été fondée donc, il y a maintenant 45 ans pour monter ce Paléo. Et elle s'appuie maintenant sur un comité d'organisation du festival qui est composé d'une centaine de personnes qui prennent les grandes décisions en matière de développement du site, d'infrastructure, de politique générale du festival. Et ces gens sont des gens des bénévoles. Des bénévoles, une de la centaine de société bénévoles. Civile. Exactement, oui. On a tout type de personnes. Ce sont des gens qui sont impliqués dans le festival depuis de nombreuses années. Et puis ce comité d'organisation s'est appuyé sur un bureau permanent d'employés de Paléo, une quarantaine de personnes, quarantaine de plein temps en gros sur l'année, qui durant tout le reste de l'année prépare ce festival. Donc on ne trouve pas de société privée dans le Paléo? Non. On ne trouve pas de tourneur, on ne trouve pas d'organisateur? Non, on est tout complètement indépendant, on n'a aucune subvention. Nos recettes, c'est la vente des billets, les recettes des stands, des nourritures, de boissons, et puis un peu de sponsoring. D'accord. Sponsoring, on a entendu parler du fois vous avez du sponsoring de cigarettiers qui posait des problèmes. Alors en Suisse ça existe toujours, mais voilà, pour l'instant on a toujours un petit sponsoring de cigarettiers, oui, sur le site. Donc le site les scènes sur à peu près 12 à 15 hectares, c'est ça? Sont des terres privées, des terres communales? On est sur des terrains agricoles que l'on loue chaque année, on n'est pas propriétaire de nos terrains. Vous louez à des privés? On loue à des privés, à des propriétaires terriens qui chaque année nous louent donc ces terrains et à nous de leur rendre en bon état, à la fois propre et non abîme. Mais le but c'est qu'ils restent exploitables après le festival. Juste après le festival, mais aussi dans 10, 20, 30, 40 ans, un jour le Paléo sera peut-être plus là, on espère le plus tard possible, mais il faut que ces terrains restent en bon état. Veuillez enregistrer votre message après le signal sonore et tapez dièse pour terminer. Oui, bonjour, monsieur Bruno Garcia, c'est Pierre-Louis Billot de la Terminette Citoyenne. Donc je vous appelle à réitérer ma demande d'interview concernant... Alors, si on prend l'aspect environnemental, votre engagement environnemental, c'est ça qui m'intéresse moi aujourd'hui dans notre rencontre. Les principaux points, si on essaye de les lister rapidement, on peut déjà parler des transports. Donc pour que les festivaliers qui, au total, ils sont combien? Ils étaient combien l'année dernière? On vend environ 35 000 billets par soir. Donc sur 6 soirs? Sur 6 soirs, environ 200 000 personnes. Environ 200 000 personnes. Donc pour qu'elles puissent se déplacer et venir ici au Paléo de façon environnementalement propre, comment vous organisez? Alors on a tout un réseau de transport public que l'on met en place en partenariat avec les CFF, avec différentes sociétés de bus. Donc on a
à la fois des trains spéciaux depuis Genève ou Lausanne, plus un petit train. On a la chance d'avoir, là on risque de l'entendre passer durant notre entretien, une petite ligne de train qui peut déposer les festivaliers à quelques mètres de l'entrée. Et puis on met en place tout un réseau. Ce qui veut dire que ces transports en commun, ce n'est pas que du parking vers le site, c'est depuis la maison, oui, au site. Oui. Et puis tous les ans, on essaye de mieux connaître nos festivaliers, de savoir d'où ils viennent et comment ils sont venus. Et puis si on se rend compte qu'il y a quelques villages où c'est absolument pas desservi, puis on a pas mal de gens qui viennent, on va rajouter une ligne de bus ou légèrement la modifier pour être au plus proche de nos festivaliers. Et ce transport, il est compris dans le billet? Non, il n'est pas compris dans le billet. Certains trains enfin le petit train notamment pour monter ici est gratuit. Ensuite, les petits bus sont gratuits, pas tous. Et quel est le pourcentage à peu près des gens qui utilisent ces transports collectifs? On estime environ à 50%, le nombre de personnes qui utilisent un mode de transport doux. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser soit le bus, le train, le vélo, ou venir à pied également. D'accord. On essaye aussi. Bon, on essaie de le développer aussi au maximum, puisque de la gare de Nyon, on est à moins de 30 minutes à pied. D'accord. Comme on a beaucoup de Nyonnais qui viennent, on leur propose aussi de venir à pied. On a créé un chemin piéton, on a créé un chemin vélo également qui est éclairé, qui permet aux gens d'utiliser un autre mode de... Et des festivaliers qui viennent de France, comment ils font? Alors en plus, on a un camping. On a un camping de près de 8000, environ, il y a 8000 campeurs tous les soirs. Donc une bonne partie de nos festivaliers restent sur place, ce qui réduit encore les transports. Ok. Ça, c'est sur l'aspect transport. Et cet objectif de 50%, vous comptez aller plus loin? C'est déjà haut, hein? C'est déjà un beau chiffre, je pense. Ce qu'on aimerait développer davantage encore, c'est le covoiturage. Et là, vous avez des solutions pour l'instant, on n'a pas trouvé la meilleure méthode. On a testé plusieurs choses, mais on n'a pas encore trouvé le meilleur moyen. Mais on sait que c'est quelque chose qui rentre aussi dans les mœurs de manière générale. Donc petit à petit aussi, essayer d'accompagner. Voilà, on essaie d'accompagner au maximum. Un peu difficile d'arriver. Voilà. C'est très difficile pour se garer ici. Musilac est très loin des objectifs de 50% de transport des festivaliers en transport doux. Tout ce qui existe sont des navettes entre les différents parkings jusque sur le site de Musilac. Donc ces navettes, ces bus se trouvent englués dans la circulation automobile. Et puis on propose aussi aux stands de trier, aux stands de nourriture et boissons, de trier leurs déchets dans des déchetteries qu'on installe en zone arrière. Et là on récupère en plus l'huile, le carton, le fer, etc. Puisqu'on avait fait un bilan carbone il y a une dizaine d'années pour vraiment mettre le point. De polluer l'esplanade le long du lac, puisqu'il y en a des centaines, pour pas dire des milliers, ça n'a pas été ramassé. À qui la cause, je ne sais pas, mais je trouve ça étonnant. Dans un aussi beau parc, devant un aussi beau lac, une telle pollution. Je pose juste la question et ça rime. Chaque jour, chaque nuit, moi j'avance comme je peux. Ceux qui avaient un impact environnemental les plus forts. Donc évidemment, sans surprise, ça avait été les transports le premier. Et puis ensuite était venue très vite la nourriture. Donc on a voulu travailler avec les stands pour essayer de réduire leur impact. Et pour cela, l'impact le plus fort, c'était de réduire la provenance de la nourriture. Entre un poulet qui vient du Brésil ou un poulet suisse ou français, l'impact n'est pas le même. À avoir une démarche plus verte. Et puis en faisant ça avec les partenaires privés, on s'est dit mais nous aussi on a un restaurant ici, il faut qu'on soit le premier exemple. Il va acheter au maximum des produits locaux, frais, préparés sur place. Et ça fait combien de repas servis? Au maximum ça va être jusqu'à 3000 repas par jour pendant la semaine du festival. Ok. Ici là? Ici là, dans cette cantine là, et puis autour quand il fait beau. Et le vin est très très local, beaucoup de vin vaudois. On travaille beaucoup avec les agriculteurs aussi aux alentours. Sont nos voisins et sont aussi nos partenaires. De là HESSO, vous savez les hautes écoles de Suisse. Ouais. Et chaque année on fait des stands pour le paléo avec différents thèmes. Ouais. Et cette année c'est Horizon 2050. D'accord. Et vu que nous on est en architecture du paysage, tout ce qui est plantes et l'écologie on s'y intéresse beaucoup, on a décidé de faire une pépinière verticale. Et cette structure elle permet aux gens, vous voyez le corps central avec les rampes, de monter. Oui, je vois. Sur la terrasse en haut. Sur la terrasse en haut, on verra toutes les plantes. On verra toutes les plantes et vous verrez aussi tout le paysage. Tout le paysage, tout le festival. Bah, c'est génial ça.
gentil Mélou, bah merci. De rien. Passez une bonne journée. Ouais. On a parlé de déchets, on peut parler d'énergie, donc j'ai vu quelque chose d'assez étonnant, c'est que le Paléo consomme de l'énergie verte uniquement. Oui. Comment vous avez fait ça? C'est dans nos contrats avec Romande Énergie, le fournisseur d'énergie en Suisse. C'est lui qui nous vend une énergie verte qui vient de l'hydraulique a priori. Principalement de l'hydraulique. Et ça sur une période très courte, c'est possible d'avoir un tel contrat? Oui. Oui, c'est ce qu'on a mis en place avec les équipes ici sur place. D'accord. D'avoir cette énergie durant toute la période du festival et puis par période de montage et de démontage également. Ok. J'ai vu qu'il y a des objectifs de consommation par festivalier. Ouais, je crois qu'on est à près de 300 000 kWh. 300 000 kWh à peu près, oui, ça paraît à peu près. Mais par contre, j'essaie de comparer avec la France. Vous n'avez pas un problème de sécurité d'alimentation électrique parce que nous, on nous impose un petit peu plutôt les groupes électrogènes pour être sûr que ça marche. Mais vous n'avez pas de groupe électrogène? Non. En secours. En secours, vous en avez? Oui. Ouais, en secours sur certains points, on a des groupes. Sur les points de secours importants, vous avez des groupes. Mais c'est du qui démarrent en cas de coupure de réseau. Ce qui veut dire qu'un festival alimenté pendant 10 jours en électricité verte, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites depuis combien de temps? Depuis combien de temps on est à l'électricité verte? Je sais pas, près de 10 ans peut-être. 10 ans, ouais. Et ça marche? Ça marche. Et le bruit, enfin non, il y a la musique. C'est la musique. Là, pardon, mais des fois on a l'oreille qui a un peu trop de réminiscence. Alors, on peut se reposer? On peut se reposer, on peut être sur le site du festival au calme, des endroits, on appelle ça des zones de décompression. Et vraiment on est au calme, il y a même moins de monde, des petits coins plus tranquilles. On fait beaucoup attention aussi. Ça peut être aussi romantique, bucolique. On fait aussi attention beaucoup au son sur les scènes. On a vraiment ces zones de décompression. Et puis, on sait qu'on a un festival qui est aussi très familial. On a beaucoup d'enfants sur le site. Les enfants de moins de 12 ans ne payent pas, donc on a beaucoup d'enfants ici. Donc évidemment, on les protège aussi en ayant ces zones beaucoup plus calmes. D'accord, donc ils ont des espaces de jeu? Oui, on a une garderie. Une garderie, d'accord. Qui s'appelle la Luciole, qui garde les petits des festivaliers. Quand les parents veulent passer un petit moment tous les deux. C'est une ville? Ah oui, on a une garderie, on a un lieu pour les enfants un petit peu plus grands, un espace de jeu méli-mélo. Et puis il y a une zone aussi pour les jeunes ados. Ouais. Chaque spectateur peut trouver son petit coin pour lui. Est-ce que le Paléo a une âme? Oui. Alors, quelle est cette âme? Je disais en préambule que le Paléo est une grande famille. Ouais. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des bénévoles fidèles, des festivaliers fidèles. Qui reviennent ici depuis des années. Enfin, un public assez local. Une grande partie de nos festivaliers habitent entre Genève et Lausanne, donc à moins de 100 km à la ronde. Les gens se retrouvent ici en famille, entre amis, pour faire la fête et passer de bons moments autour de soit d'un concert, soit d'une raclette avec un verre de vin. Ok. Christophe, merci. Mais merci à vous.